Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Andri Cahuzac. Salut Andri. Salut. Est-ce que pour commencer ce podcast, tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, parler un peu de ton parcours et dans quoi tu travailles actuellement dans le monde du sport? Ok. Écoute, moi je suis issu du rugby. J'ai grandi dans ce sport-là. Commencé ça super tôt, jusqu'à. Moi, j'ai dû jouer jusqu'à 25, 25 ans, je pense, ma dernière saison. Pas assez de bonnes décisions ou peut-être manque d'autres choses pour pouvoir passer professionnel. Par contre, j'ai toujours voulu travailler dans ce milieu-là. Donc, je me suis orienté vers STAPS après le lycée. J'ai fait mon STAPS à Toulouse avec ma licence entraînement sportif et mon master au PSE. C'est optimisation de la performance sportive et entraînement, l'intitulé, mais je crois que c'est un peu le même, c'est toujours le même maintenant. Voilà, après j'ai fait mes stages dans le rugby amateur. C'était c'était un fédéral 1, c'était à Castanet. J'ai commencé là-bas, j'ai fait mon stage de fin d'études avec le centre de formation du Phénix dans le handball. J'avais eu l'opportunité de pouvoir toucher un autre sport. Un autre sport, mais quand même avec des demandes physiques qui pouvaient se retrouver, donc ça me plaisait bien. Et puis voilà, donc moi j'ai terminé les études comme ça. À la suite de ça, je suis parti au Québec. Là-bas, je m'étais lancé dans des études de kiné. Là-bas, j'avais déjà cette appétence pour la réathlée, pour ce qui lie le milieu médical, le milieu de la rééducation et de la préparation physique. Bon, j'ai vite arrêté pour des réseaux on va dire un peu plus perso. Et quand je suis revenu en 2018, il y a une personne qui avait été mon premier préparateur physique quand j'étais joueur de rugby, qui a été après un de mes mentors dans la prépa, qui a été mon prof à la fac, qui s'appelle Loïc Louit, qui m'a proposé, qui rejoignait ce club en 2018 et qui m'a proposé de venir avec lui. Donc le challenge était simple, c'était de faire la préparation physique avec le centre de formation et les esports et de prendre en main la réathlétisation chez les pros. Donc là, moi, ça a été ma première expérience. Bon, 6 ans après, comme tu vois, le logo, il n'a pas changé. Je suis toujours au même endroit. La façon de travailler a forcément évolué sur les 6 dernières années. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que je suis rentré dans le milieu pro. Voilà. Ok, parcours intéressant. Donc actuellement, du coup, tu as toujours la même équipe de rugby, c'est ça? Exactement. Donc, je me suis affranchi des esports et du centre de formation. À la fin de la première année, on m'avait proposé soit l'un ou soit l'autre. Et comme c'était plutôt la réathlée qui me plaisait, et qu'en plus de ça, c'était avec le secteur pro, c'est de façon un peu évidente que je suis parti là-dedans. Donc maintenant, je suis à temps plein chez les pros sur la réathlée. Ça fait temps plein, ça fait 5 saisons. Tu fais que le réathlé ou tu touches aussi à la prépa classique qu'on a l'habitude de voir? J'ai j'ai un, j'ai un poste un peu multitâche. Ma fonction première, c'est la réathlétisation. Après, on échange sur la préparation physique avec mes collègues. C'est pas moi qui suis en charge de la prépa muscu ou de la prépa, on va dire, un peu plus terrain. On est toujours dans l'échange là-dedans, mais j'ai pas de responsabilité, on va dire, dans ces secteurs-là. Après, je touche à la nutrition ici et nutrition, tout, pas mal de sujets d'éducation et arriver à éduquer nos joueurs parce que même s'ils sont professionnels, finalement, on se rend compte que être professionnel, c'est souvent une histoire de statut. On a un contrat qui rémunère des joueurs, mais dans l'éthique, dans tout ça, c'est pas forcément pro. Donc, c'est arriver à les accompagner là-dedans. On va dire accompagner plutôt qu'éduquer parce qu'éduquer, ça fait. Ouais, j'aime pas trop me dire que j'éduque des gens qui ont mon âge.
Je préfère dire que je les accompagne là-dedans. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ouais, le gros de mon job, c'est la raclée. Ok. Est-ce que tu pourrais parler un peu du staff au sein du club? Comme toi, du coup, tu as un poste de réathlé. Est-ce qu'il y a un prépa, deux prépas? Est-ce qu'il y a un kiné? Est-ce que tu pourrais expliquer un peu comment ça se passe? Ok. Voilà, je vais te parler du coup que de la cellule performance et de la cellule médicale. Je te parle pas des analystes vidéo et de toutes les autres personnes qui gravitent et ou qui sont centrales dans le staff. Euh, Quand je parle de cellule performance, c'est vraiment la cellule préparation physique. Dans la cellule préparation physique, on a un responsable qui, lui, va gérer. Tu veux que je les nomme? Parce que je peux les nommer. C'est avec grand plaisir que je les nomme Ouais. d'ailleurs. Ouais. Bon, bah vas-y, C'est nomme-les alors. Gareth Adamson qui, lui, qui, lui, est responsable en fait chez nous. Donc, c'est lui qui va gérer la charge d'entraînement, qui va gérer l'organisation des séances. Euh, Globalement, il a un rôle de coordinateur avec les autres secteurs. Après, on a data analyst qui s'appelle Edward Morrison, qui lui gère toute la récolte des données de monitoring, des pesées, des GPS et globalement toute la technologie qu'on peut utiliser. Donc voilà, ça c'est pour le boulot de Ed. Il y a Jonathan Ward qui lui va gérer toute la partie musculation, donc tout le travail en salle, plus le travail qui doit se faire en fin de semaine avec les joueurs qui sont non sélectionnés. Donc, il y a une partie musculation, une partie terrain. Et donc, moi, qui m'occupe de la réathlétisation, le système de prévention et d'autres tâches. Et du coup, dans le secteur médical, on est nombreux. Il y a un médecin référent, il y a deux médecins, en fait, il y a un médecin référent, il y a deux médecins qui, eux, sont plus dans l'analyse de la blessure, l'analyse clinique. Il y a trois kinés, deux kinés temps plein chez les pros, un kiné qui fait pro et centre de formation, et un ostéopathe. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Ok, ce qui est déjà pas mal quand même pour un club, parce que tous les clubs n'ont pas la chance d'avoir un kiné, un médecin, une personne chargée de la réathlée, parce qu'en général, on voit plutôt un préparateur physique dans les clubs, on va dire, classiques, pas forcément le haut niveau, un préparateur physique qui est aussi chargé de la réathlée. Ouais. Effectivement, on a la chance d'être plusieurs. Alors, c'est une chance et c'est aussi une complexité parce que quand on est seul, on fait tout, ça fait une grosse charge de travail, mais c'est plus simple de s'entendre à un que s'entendre à 20. Puis voilà, donc après, tu as des histoires t'as des histoires d'affect, des histoires de collaboration, de façon de travailler. Donc tout ça, c'est le principal challenge, c'est d'arriver à harmoniser euh, les décisions dans le staff, les processus et compagnie. Ouais, bien sûr, il y a les pour et les contre, comme à chaque fois, j'ai envie de dire. Pour introduire du coup ce podcast et du coup on va faire un podcast axé sur la réathlétisation, est-ce que dans un premier temps, peut-être qu'il y a des personnes qui sont pas très familiers avec le terme réathlétisation, est-ce que tu pourrais un peu définir ce que c'est et le comparer à ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est-à-dire rééducation et préparation physique? Ouais, pour moi, la réathlétisation, je vais sortir une définition qui m'est vraiment propre. Pour le coup, c'est pas forcément une définition universelle, mais euh, quand on prend une blessure et quand on prend un joueur valide, la blessure, c'est ce qui va interrompre le momentum d'entraînement, de progression d'un joueur. À partir du moment où on a une blessure, on a un process médical avec une première partie qui vise à rééduquer la zone qui a été lésée. Une fois que cette partie de la rééducation là est terminée, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait le mec, on le remettait sur le terrain. Et par contre, on se demandait, mais comment ça se fait qu'il ne soit pas performant ou comment ça se fait qu'il y ait une rechute ou tout ça. Donc pour moi, la réathlétisation, c'est franchir un peu le gap qu'il y a entre la rééducation et le retour à la performance. C'est cette transition-là qui amène le joueur à être performant quand il repart sur le terrain, à être en forme, à être à nouveau rapide, fort, puissant, et ça sert surtout à limiter le risque de récidive. Donc pour moi, la réathlétisation, c'est ce passage-là entre la rééducation et la préparation physique et la performance, quoi. Mm. Ok, c'est pas un passage qui est fixé, on se dit pas, là on passe de la rééduque à la réathlée, c'est un processus. C'est ça, c'est quelque chose qui, c'est comme un espèce de fondu enchaîné en fait.
Mettons que si je parle avec mes mains, mettons qu'en rééducation, la partie médicale, ils ont tout ça du boulot. Moi, je vais peut-être avoir cette partie-là. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, les ratios ils vont s'inverser, simplement parce que il n'y a plus besoin de faire forcément de travail tissulaire ou quelconque autre type de proprio, peu importe ce que les kinés peuvent avoir besoin de travailler. Par contre, je vais avoir besoin d'eux pour continuer à m'accompagner, à accompagner le joueur et m'accompagner moi dans des process de récupération, par exemple. Donc, en fait, on continue à travailler toujours conjointement. C'est juste la part du travail de chacun qui va évoluer au fur et à mesure de l'évolution. Ok. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu comment tu fonctionnes quand tu vas démarrer avec un joueur? C'est-à-dire les premières choses que tu vas mettre en place. Est-ce que tu vas commencer par, je sais pas, discuter simplement avec lui, faire des tests, observer, communiquer avec le staff? Comment tu t'y prends quand tu démarres avec un nouveau joueur en réathlé? La première personne avec laquelle je discute, c'est le corps médical à ce moment-là. Ça, c'est la première personne. J'ai absolument besoin de savoir ce qui a été fait avec les joueurs, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils sont capables de tolérer, qu'est-ce qu'ils ne sont pas capables de tolérer. Dans notre processus ici, le joueur reste en rééducation jusqu'à ce qu'il fasse une première séance de reprise de course, si on part sur la blessure membref, par exemple. Donc, jusqu'à la première séance de reprise de course. À partir du moment où il a repris la course, du coup, où il a retrouvé sa fonction, globalement, il rebascule avec moi. Donc ça, c'est un peu notre process. J'ai des échanges qui sont permanents avec les joueurs, simplement parce que dès le début, la réathlée, on discute nutrition, on discute complémentation, on discute de tout ça pour être sûr qu'on est en train d'optimiser la première partie, la partie inflammatoire de la blessure, la partie aiguë. Donc on a déjà une première discussion là. Et après, j'ai des discussions toutes les semaines avec eux, qui ne sont pas forcément formelles. Hein. C'est autour d'un café, c'est quand on se croise dans la salle ou autre, ou juste au moment de partir faire un cardio, par exemple. Quand moi, je ne fais pas beaucoup de renfort avec eux, mais que je maintiens juste leur niveau de fitness, eh bien, on prend le temps de discuter à ce moment-là. Ça, c'est comment on fonctionne. Je n'ai pas forcément de testing que je mets en place. Par contre, mon testing, enfin, je n'ai pas de séance testing. J'ai des testings à toutes les séances. Voilà. J'ai des testings où au début, je vais chercher à évaluer la fonction d'une articulation. Donc, est-ce que si on prend un genou, est-ce qu'il a récupéré toute son extension, toute sa flexion, passion active ou passive? Et est-ce que quand je le mets en situation de renforcement, il est en difficulté ou pas en difficulté? S'il est en difficulté, je sais qu'il va falloir que je fasse une régression. Et si jamais il est à l'aise, on reste là ou on continue à complexifier. En fait, c'est plutôt séance après séance, comment le joueur évolue et où est-ce qu'il en est au moment où je le récupère, quoi. Voilà. Tu fais pas des tests à la fin, juste avant le retour au terrain? Parce qu'il y a pas des tests, je sais pas, des tests qui sont, comment on dit, normalisés ou des tests pour revenir, enfin, pour être sûr, tu vois, qu'on est revenu à une bonne base pour qu'ils puissent retourner sur le terrain. Si, si, bien sûr. Là, je te parlais juste des tests du début. Je pensais qu'on parlait Ouais, que du début. Ouais. ouais, mais Euh, oui, tu as raison, on parlait des débuts. Ouais. Par contre, à la fin, évidemment, qu'on a une batterie de tests. Donc, c'est toujours pareil. Ça dépend de la blessure. Et en fonction de la blessure, si on parle du membre reçu, par exemple, on va avoir des testings isolés. Et on va avoir des testings, on va dire, plutôt de performance. Donc, les lifts qu'on va utiliser régulièrement, nous, quand on va développer les mecs. Voilà. Donc, globalement, sur un testing isolé, je te prends le cas de l'épaule, par exemple. On a des plateformes de force ici où nous, ce qu'on va chercher à analyser, ça va être les forces qu'il va développer dans différents rayons, dans différents angles. Donc, ça s'appelle un H-test. On va réaliser ce test-là. Avec ce test-là, on peut aussi faire une série de pompes balistiques sur les plateformes. Ça permet de voir comment on vient répartir la charge. Est-ce que le corps a retrouvé sa fonction ou pas? Est-ce qu'il a retrouvé ses niveaux de puissance ou pas? Et après, du coup, il y a des testings, on va dire, plus de salle. Donc, on récupère les exercices principaux qui sont utilisés en développement. Je te prends du classique, hein, ton développé couché, ta traction, ton tirage, ton développé militaire si tu en fais. Et derrière, tu regardes où est-ce que tu en es comparé avant. Donc, ça, c'est du testing qui se fait tout au long de la réathlée. Je ne suis pas forcément friand du je fais un testing à la fin pour dire, OK, on a réalisé ça, il peut repartir sur le terrain. Parce que globalement, si tu testes tout sur une seule séance ou sur une seule semaine,
avec la fatigue qui va s'accumuler, tu n'as pas forcément la vraie image de ton joueur. Donc, je préfère tester au fur et à mesure, regarder les tendances, regarder comment les choses évoluent et me dire, OK, c'est bon, sur le terrain, on a validé la charge qu'il fallait qu'on valide. Sur les retours, sur les reprises de contact, on est bon. Il n'a pas de gêne quand il a besoin de faire une passe ou quoi que ce soit. Il n'a pas d'appréhension. En salle de muscu, tous les feux sont ouverts. Donc, c'est de façon un peu logique qu'on va le réintégrer dans des parties d'entraînement. Ouais. Ouais, tu as plus une vision d'ensemble avec quelque chose de dynamique tout au long de la réathlée et non quelque chose de figé finalement. Ouais, exactement. Exactement. C'est un peu le même principe quand entraînes des athlètes euh, ou des joueurs pros, parce que je fais un petit distinguo là-dessus, on va dire des joueurs pros. Le 100%, il n'est jamais le même. C'est-à-dire que si je me base toujours, je pars du principe que les joueurs sont tout le temps à 100%, et ben en fait, je vais me rendre compte qu'il y a des jours où ils sont à 80% parce que ben, finalement, leur 100% du jour, il est bien en dessous de leur 100% de quand ils sont frais. Si on a beaucoup travaillé leur niveau de fatigue, ça, c'est que ce qui se passe au club. Et après, il y a tout ce qui se passe à côté. Tu vois, on a des joueurs qui somatisent énormément la blessure, du coup, qui ont du mal à dormir, qui se posent un milliard de questions. Du coup, il faut aussi être en mesure de proposer un accompagnement là-dessus. Des joueurs qui sont nouveaux papas, par exemple, ou joueuses, parce que je dis joueurs parce que je suis dans un contexte masculin, mais ou joueuses, qui sont nouveaux papas, nouvelle maman, donc du coup, ben, ça dort pas beaucoup. Bon, du coup, l'état de forme, il varie de jour en jour, donc je préfère quelque chose voir quelque chose dans le temps plutôt que voir quelque chose en instant T. Ouais, bien sûr. Et du coup, je pense que ça te permet aussi de suivre les progrès au fur et à mesure de la réathlée. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies ou d'autres outils qui te permettent, pardon, d'évaluer le progrès de ton joueur? Ce qu'on utilise au club, on a l'outil GPS qui nous permet de pouvoir regarder comment les charges évoluent. On a, moi, en préparation physique, j'ai la plateforme de force qui me permet d'avoir des images très précises de certaines fonctions ou de certains mouvements, si on teste de la plio, et ou du rebond, ou peu importe. On a le 10-80 ici, qui nous permet de pouvoir comparer les différences de puissance droite-gauche, regarder F0, où est-ce qu'on en est. Euh, ouais. On a les GymAware. Ça nous permet de pouvoir comparer des vitesses de barre. Donc c'est les capteurs inertiels. Ça nous permet de pouvoir comparer des vitesses de barre. Donc, ouais, on a pas mal de petits outils qui nous permettent de pouvoir objectiver la progression de la réathlée. On a un appareil, on a plusieurs appareils. On a une force frame. C'est une machine de testing qui peut s'organiser, se mettre dans plusieurs sens différents. Donc, on peut faire du testing isolé. On a une machine isocinétique, donc qui est pas mal décriée par certains. Et en fait, on arrive à trouver la juste position de cet outil dans notre processus. Ouais, on utilise quand même pas mal de technologies pour pouvoir objectiver les avancées. Et chose qu'on ne fait pas, ou pas assez, on n'utilise pas forcément beaucoup les questionnaires. Voilà. On n'utilise pas forcément beaucoup les questionnaires. Euh, Ça pourrait se faire. Hein. Comme je suis en échange permanent avec les joueurs, et je le fais un peu, tu sais, je le ressens en fait, le garçon, quoi. Ouais, ok. Ouais, mais après, ouais, les questionnaires, c'est vrai que il y a du positif, mais on ne sait pas toujours si, enfin, c'est très subjectif par rapport à l'athlète. Il faut qu'il se connaisse bien, je pense, pour répondre Ouais. honnêtement, entre guillemets. Ça, pour moi, c'est un peu la même problématique que le RPE. Mm. Tu vois. Le RPE, tu vois, j'ai eu cette discussion il y a 30 minutes avec un de nos stagiaires. Et moi, le RPE dans une réathlée, il est trop fortement impacté, à mon goût, il est trop fortement impacté par l'état psychologique du joueur. Si le joueur il est au fond du saut, le RPE il va être super élevé alors que finalement, bah, tu n'as pas fait une séance si dure que ça, c'est juste que lui, il en a plein le dos. Donc, c'est bien de le savoir, mais j'ai pas besoin du RPE pour savoir qu'il en a plein les pattes de ce qu'on est en train de faire. Tu vois, en général, il le verbalise plutôt très franchement. Il le verbalise plutôt très franchement. Ouais, donc je préfère discuter avec les joueurs plutôt qu'avoir quelque chose qui soit très marqué, très écrit.
Je prends la température au jour le jour. Et en vrai, il y a des patterns, il y a des façons de bouger qui mentent pas. Tu vois, quelqu'un qui te dit sur un questionnaire, je te prends le cas qu'on avait sur une rupture du grand pec. Et le joueur te dit non, non, franchement, je me sens bien et tout, mais dès que tu lui demandes de passer au sol, qu'il se tord dans tous les sens, et lui, il te dit qu'il est bien. Mais toi, ce que tu vois, tu te rends bien compte que c'est pas bien. Pourtant, sur le papier, il va marquer qu'il est hyper confiant, juste parce qu'il va repartir sur le terrain. Mais toi, tu vois que mécaniquement, il n'y a rien qui va. Donc, je préfère analyser les choses avec l'œil plutôt que le faire confiance à ce qu'il va marquer sur un bout de papier parce que le joueur peut être un peu coquin aussi. Donc, il faut savoir l'accompagner et lui faire comprendre que les choses sont trop importantes. Voilà. Ouais, c'est vrai, il faut savoir relativiser un peu ce qu'on nous dit par rapport à ce qu'on voit et par rapport à d'autres paramètres éventuellement. Tout à l'heure, tu as parlé des machines isocinétisme, isocinétique. Ouais. Est-ce que tu pourrais évoquer un peu les intérêts en réathlétisation versus en préparation physique, si vous les utilisez dans ces deux cas, les intérêts et éventuellement les limites de cet outil? Ok. On va commencer par la limite, parce que la limite, a priori, on est tous d'accord là-dessus, c'est que c'est une machine qui, on ne fait pas de la performance dessus, parce que c'est une machine qui isole une articulation, et l'articulation, elle ne travaille pas dans un mouvement sportif, dans un mouvement complexe. On est sur une flexion-extension du genou, on est sur une flexion-extension de tronc, sur une rotation interne, rotation externe d'épaule. Donc, pour moi, d'un point de vue performance, l'intérêt de la machine ISO, elle est quand même très, très limité. Quand je parle de développement des qualités athlétiques. Par contre, nous, on va utiliser la machine isocinétique pour certains de nos joueurs qui ont des problématiques de tendinopathie rotulienne, par exemple. On sait que sur la chaîne ouverte, euh, on peut avoir un tendon qui fume si on n'est pas assez fort sur la chaîne ouverte et qu'à contrario, quand on vient renforcer cette chaîne ouverte, on va avoir des effets positifs sur la tendinopathie. Du coup, dans nos séances de musculation, on a un pôle de joueurs. En général, sur nos avants et nos trois quarts, on en prend 3 et 3. Ceux qui ont on va dire, le problème qui est le plus handicapant, ce problème-là quand il est le plus handicapant, et on adapte la séance de muscu en disant, mais toi, ton premier bloc d'exercice, ça sera en ISO. Il y a un kiné qui t'attend là-bas, tu fais ton travail ISO et après tu reviens en salle. Et on organise les séances comme ça. Donc on l'utilise quand même un petit peu d'un point de vue performance, mais c'est plutôt à visée rééducative. Voilà. Et après, pour moi, en rééducation, par contre, ça reste un super outil. C'est pas l'outil, et il n'y a pas d'outil par excellence, mais ça reste un outil qui est très intéressant. Je te prends l'exemple d'un ligament croisé antérieur, par exemple, on te dit que la chaîne ouverte, il ne faut pas en faire avant tant de mois. Le problème, c'est que quand tu ne stimules pas ta chaîne ouverte, tu as certains chefs musculaires que tu ne peux pas stimuler aussi bien. Et ce qui fait que derrière, tu galères avec récupérer ton VMO, par exemple, ton vaste médial. En utilisant l'appareil isocinétique, bien souvent, ça prend 3, 4, 5 séances. En 3, 4, 5 séances, on récupère ce qu'on galérait à récupérer avec des exercices en chaîne fermée. Voilà. Si on prend nos lésions d'ischio-jambier, par exemple, nous, sur toutes nos lésions d'ischio-jambier, la chaîne ouverte, on la fait plutôt sur ISO, parce que sur ISO, on a des valeurs normées. On est capable de voir où est-ce qu'il en est par rapport à ces valeurs normées. Plutôt que faire un leg curl avec un excentrique, une jambe, où tu compares des poids, là, pour le coup, tu as une production de force sur toute une courbe, et pas juste... globalement, quand tu fais un leg curl, tu sais que tu développes, j'en sais rien, tu déplaces 30 kg, mais tu sais pas exactement ta production de force qu'elle donne sur toute l'amplitude. La machine ISO, ça te permet de voir si tu arrives à développer de la force normalement sur toute l'amplitude, si tu as un décrochage et tout ça. Donc, on l'utilise pas mal quand même, cette machine. On n'en trouve pas partout parce que niveau prix, c'est pas donné. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est une machine qui est bien chère. Ouais. Donc tout à l'heure, tu as parlé un peu du démarrage quand tu démarres avec un joueur en réathlé. Est-ce que tu pourrais évoquer un peu les points clés, les paramètres que tu prends en compte pour, dans la conception d'un programme de réathlétisation et quelle place tu laisses à l'adaptation et au changement au jour le jour?
Ok. En fait, ce que tu évoques là, ça vient expliquer pourquoi j'utilise pas de protocole. Voilà. Je suis pas un grand fan des protocoles. J'aime bien pouvoir m'adapter au joueur, m'adapter à sa forme du jour et m'adapter à ce que je vois de séance en séance. Globalement, nous, on a établi un RTP. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un return to play. C'est juste un tableau qui nous permet de valider l'avancée de la raclée étape par étape. Notre première phase, on sait qu'on sera en phase inflammatoire, donc c'est une phase plutôt de rééducation, de gestion de l'inflammation, c'est une phase qui est très très médicale. Après, on a une seconde phase qui est plutôt fonctionnelle, c'est arriver à récupérer la fonction qui peut être perdue due à la blessure. Après cette phase fonctionnelle, on a une phase de force où on est vraiment sur un gros renforcement, où on cherche à remonter les niveaux de force qui ont été potentiellement perdus pendant la blessure. Si on est sur une blessure courte, je te prends l'exemple d'un ischio encore ou d'un mollet, enfin une lésion musculaire de grade 2, les niveaux de force y reviennent rapidement. Du moins au niveau initial. Peut-être que les niveaux de force initiaux ne sont pas bons, c'est peut-être ce pourquoi ils sont blessés ou pas. La blessure est un multifactoriel, c'est compliqué de pointer quelque chose du doigt. Par contre, on arrive rapidement au niveau de force initiaux. Donc les niveaux de force et après les niveaux de puissance. Donc tu vois, on a 4 grandes étapes dans notre athlète. Et la dernière phase, c'est une phase de maintien. Je te prends l'exemple d'un ligament croisé antérieur, par exemple. Si au bout de 8 mois ou 9 mois, on n'a pas récupéré, ou 7, hein, ça dépend comment ça avance, mais s'il y a juste un paramètre qu'on n'a pas encore fini de valider, un paramètre physique, mais que tout le reste est OK, il repart sur le terrain. Par contre, on garde un focus sur le paramètre qui nous manque à valider. Ça, c'est comment on travaille. Et après, dans chacune de mes phases, j'ai des points de passage. Voilà, on a 2 luxations de rotule. Je sais que autour de la luxation de rotule, je vais regarder la capacité de la cheville à travailler en endurance. Comme on est en phase fonctionnelle, endurance, ben, du coup, on va plutôt regarder en endurance, en dynamique, en isométrique, l'articulation de la hanche, comment elle bouge, l'articulation du genou, comment elle bouge. Et pour ça, je vais utiliser plusieurs exercices différents. Et des fois, quand il y a un exercice qui ne plaît pas à un joueur, on va changer pour avoir un exercice qui te donne quand même une image de l'articulation, mais où le joueur adhère. Donc ça, c'est la place que je laisse à l'autorégulation, à l'adaptation. Comme je ne suis pas un protocole avec exactement des exercices, avec exactement des séries, des reps et tout ça à réaliser, et que c'est moi qui recrée les programmes au jour le jour, ça me permet de pouvoir m'adapter au joueur, proposer un contenu quand il adhère. C'est comme ça que j'adapte les choses. C'est important pour toi que le joueur il trouve un intérêt à l'exercice et que l'exercice lui plaise, si je puis dire. Ah ouais, c'est essentiel. C'est Surtout essentiel. en phase de réathlé, Ouais. enfin, surtout En, quand on est blessé, quoi. en fait, quand le joueur est blessé, il y a un peu tout ce monde qui s'écroule. Alors, ça dépend si ça dure 3-4 semaines ou si ça dure une année et plus, quoi. Voilà. Quand ça dure 3-4 semaines, c'est pas compliqué de l'amener avec soi, de lui proposer des exercices. Comme ces exercices qui sont souvent hyper ciblés sur la zone qui a été blessée, ils savent qu'ils sont en train de travailler dessus. En général, ça adhère. Euh, Par contre, quand on a un joueur qui a une blessure qui est autrement plus complexe, autrement plus longue, qui va le couper du terrain et du groupe pendant un moment, là, à mon sens, c'est important d'avoir un plan défini, pas un protocole, mais un plan défini où on puisse expliquer les choses aux joueurs clairement pour que dès le début, ils comprennent là où on va vouloir aller. J'ai du mal à imaginer aujourd'hui un joueur qui doit faire confiance à son coach, les yeux fermés, sans savoir où il va. Je pense que les joueurs ont besoin de comprendre ce qu'on va faire, pourquoi on leur fait faire certaines choses. Parce que des fois, on va aller faire des exercices où ils vont se dire, mais pourquoi il y a tant de reps? Et pourquoi on fait 30 reps là? Pourquoi on en fait 20 là? Pourquoi d'habitude, quand on est en prépa, on en fait 5 ou 6, 4 ou 2? Pourquoi on en fait autant? Donc en fait, c'est important de se poser sur le plan et de dire, ben voilà, là, tu es en train de traverser les différentes phases. C'est aussi pour ça que sur le terrain, on ne va pas courir plus vite, on ne va pas courir plus parce que le focus, il est ailleurs en ce moment. Et ouais, pour moi, c'est hyper important d'être très clair avec le joueur. Quand on ne l'est pas, en général, ça se passe bien, mais des fois, ça peut mal se passer parce que le joueur ne comprend pas et du coup, il ne met pas l'intention qu'il devrait mettre. Je voulais y venir tout à l'heure, mais je vais te poser la question maintenant. Comment tu gères un peu les aspects émotionnels, psychologiques
pour un joueur qui est blessé? Est-ce que tu le ressens toi personnellement pendant les séances de réathlé? Et si oui, comment tu gères un peu le manque de motivation, l'étape qu'il traverse s'il la vit mal pour des blessures longues, évidemment. En allant moi-même voir un psy, peut-être. Non, je rigole, mais ouais, franchement, c'est des passages qui sont compliqués, ça. C'est des moments qui sont compliqués. Et quand le joueur il est vraiment au fond du seau, et ça nous arrive en ce moment, c'est pour ça que ça me fait sourire ta question, c'est que il faut arriver à trouver les ressources pour mobiliser le joueur, pour arriver à le remobiliser, pour arriver à tirer le positif de la blessure. Je m'accroche toujours à ça en fait, mais bon, ça fait partie de moi, mais c'est partie des personnes qui sont accros au travail. Je me raccroche au travail, je me raccroche à ce que tu peux maîtriser. Je me raccroche je te présente le plan. Et là, il risque de se passer ça. Et tu vois, là, ça, c'est en train de se passer. C'est avec un peu d'expérience, arriver à anticiper un peu les situations qui peuvent se produire pour accompagner le joueur dans des déceptions. Tu vois, tu as des jours où ça va très bien se passer et le lendemain, tu sais pas pourquoi, mais tu as une douleur qui apparaît à ce moment-là. Pour autant, cette douleur de 48 heures après, elle a disparu. Mais par contre, quand la douleur réapparaît, ça vient impacter son moral comme si prenait une tarte dans la face, quoi. C'est des choses qui sont pas forcément simples. Je leur propose un accompagnement basé autour de la discussion, arriver à échanger avec eux, surtout pas couper le canal, chose qui des fois est compliquée, canal de communication, et des fois tu n'as pas envie de les voir, parce que quand ça fait 3 semaines qu'ils font la gueule, ça rend le métier un peu moins excitant. Mais surtout pas couper le canal de communication et après arriver à leur proposer des accompagnements en dehors du club pour les faire sortir du club. Parce que le contexte du club peut devenir lourd aussi, à force d'être toujours au club, voir toujours les mêmes personnes. Donc des fois, on décentralise des rééducations. On les envoie au CERS, on les envoie dans d'autres centres. Non pas qu'on pense que le travail soit mieux fait, désolé, mais je ne vais pas faire la pub, mais parce qu'on pense que pour leur tête, c'est bien de changer de cadre. Voilà, je ne sais pas si je réponds, si je réponds à ta question, mais Si, mais j'attendais pas une réponse précise, mais plutôt ouais, un partage d'expérience, comment toi tu le ressens et ce que tu essayes de mettre en place dans ces situations qui sont pas toujours faciles comme tu viens de l'évoquer. après, tu vois, ça, par rapport à la gestion des frustrations ou des émotions, je fais beaucoup au cas par cas. On a des joueurs qui sont irréprochables sur leur implication. Irréprochables. Mais il y a quand même quelque chose qui vient brouter, il y a quand même quelque chose qui vient ralentir le process et compagnie. Sur ces joueurs qui travaillent beaucoup, qui s'impliquent énormément à gérer un maximum de paramètres pour revenir rapidement sur le terrain, j'hésite pas à discuter avec eux sur, écoute, il y a un truc qui me dérangerait pas et qui, je pense, peut te faire du bien. C'est de couper, d'aller te changer, les idées. Je te propose même pas de partir décentraliser la rééducation. Je te propose de prendre 4 jours pour te barrer. 4 jours pour te barrer, te changer les idées, penser à autre chose, te régénérer et revenir. Euh, Conscience que je demande énormément de choses aux joueurs. Et qu'à un moment donné, ça puisse peser au point que tu finisses avec le moral un peu au fond des chaussettes. Donc ceux qui travaillent beaucoup, j'ai tendance à les gérer comme ça. Ceux qui ont tendance à pas beaucoup travailler ou attendre que les choses se fassent toutes seules ou qu'on fasse les choses à leur place, euh, eux, pour le coup, j'ai tendance à pas les lâcher, à les coller plus, à les prendre en entretien, à leur expliquer ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ce qui, je pense, va dans le bon sens, ce qui, je pense, va pas dans le bon sens. Et je leur apprends aussi à prioriser les choses. Un joueur blessé, il va avoir tendance à aller chercher du plaisir ailleurs. Chercher du plaisir ailleurs, ça veut dire se faire plaisir avec de la bouffe qui souvent est pas bonne et qui du coup va à l'encontre de la réathlée. Il va avoir tendance on est dans un sport co, le sport du rugby, donc tendance à bringuer. Donc les sensibiliser là-dessus. Bon, bref, tout un tas de comportements qui va à l'encontre d'eux. Du coup, j'essaie de rester très très proche d'eux pour pouvoir en discuter librement et leur expliquer que là, tu vas dans la bonne direction, là, tu vas pas dans la bonne direction. Et une fois qu'on a réglé ça, je leur accorde un peu plus de souplesse. On travaille 5 jours par semaine en travaillant les dimanches.
Donc, peut-être que de temps en temps, avoir un week-end de repos avec leur nana, peut-être que rien que ça leur fait du bien, quoi. Hmm. Ouais, c'est du cas par cas, comme tu le dis, ça dépend des joueurs. Ouais, c'est ça. Pour les personnes qui écoutent, qui sont potentiellement, qui ont besoin de faire une réathlétisation à certains sportifs et qui n'ont pas forcément tous les outils ou qui commencent dans ce domaine, est-ce que tu pourrais mettre en avant quelques outils ou quelques techniques? Alors d'un point de vue général, évidemment, parce chaque blessure est différente, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réathlétiser un sportif? Est-ce qu'on prend les mêmes outils qu'en préparation physique, on les adapte à la réathlée? Est-ce qu'il y a des outils différents et potentiellement plus appropriés à une blessure? Est-ce que tu pourrais parler un peu de ça? Ouais, avec plaisir. Euh, la préparation physique, je pense pas qu'il y ait besoin de beaucoup de technologie pour la faire. La raclée, c'est sensiblement la même chose. Par contre, plus on a d'outils technologiques et plus on va pouvoir être à mesure d'analyser en profondeur ce qui se passe. Euh, je pense que si on a un bon coach, si on est capable d'analyser des façons de bouger en salle ou sur le terrain, des façons de se mouvoir, de courir, de poser un appui, avec un peu de réflexion, on n'a pas du tout besoin de beaucoup d'outils. On peut très bien le faire dans une salle de, on va dire, de performance simpliste qui n'a pas été touchée par l'avènement technologique. Après, l'évolution fait qu'il y aura de plus en plus de technologies. C'est comme ça, il y a de plus en plus d'outils qui sont développés. C'est pas forcément mieux parce qu'on se perd dans les outils, parfois aussi. On se dit absolument cet outil est trop bien, du coup je vais utiliser celui-là à fond et finalement j'oublie tout ce qui se passe à côté. Donc avoir moins de matériel, ça permet à mon sens de prendre, on va dire, un peu plus de recul sur ce qui se passe. Mon premier conseil sur la raclée, ça serait d'avoir toujours du coup une vision globale, une vision holistique. Si on prend un muscle lésé, si on se concentre que sur le muscle lésé, ben c'est bien, on aura réparé entre guillemets le tissu, on l'aura renforcé, mais peut-être que le problème il venait pas de là à la base. Donc il va falloir aller analyser d'autres choses. Sur les techniques de réathlé, donc après la vision holistique, la technique de réathlé, si on prend ça de façon très très simpliste, euh, il faut être en mesure de rebalayer tous les régimes de contraction. Globalement, une articulation, elle va bouger parce qu'il y a ce muscle qui va s'activer, celui-là qui va se relâcher, et ainsi de suite. Les débuts de raclée, je conseille de commencer par l'isométrie, puis de l'excentrique, en gardant un fil rouge toujours l'isométrie, euh, puis du concentrique, en gardant un fil rouge l'iso et l'excentrique, puis après de la plio, et après du balistique ou de l'oscillatoire. Voilà. Globalement, je conseille de faire des choses plutôt très simples, simples et efficaces plutôt que se perdre un peu dans les technologies. Ouais. Tu parles de l'isométrie. On sait que l'isométrie, on peut juste maintenir une charge plus ou moins légère ou juste contracter le muscle. Il y a aussi l'isométrie, ce qu'on appelle overcoming, yielding, etc. Quel type d'isométrie tu conseilles? D'un point de vue général, encore une fois, ou Ça vraiment dépend tu as d'un- un cas concret par rapport à une blessure? ça dépend de où est-ce que tu te situes dans ta raclée, simplement en fait. Globalement, si on reprend les RTP dont je parlais tout à l'heure, avec la fonction, l'endurance, la force, la puissance, et la première partie qui est la phase inflammatoire, rééducation et compagnie. Ben, au début, tu vas te positionner sur des temps d'isométrie plutôt longs, plutôt à poids de corps ou délestés en fonction des sensations. Et au fur et à mesure de l'avancée, eh bien, tu vas aller vers des yielding un peu plus lourds, des iso-hold, des iso-push, des iso-switch et compagnie en fait. Tu vois, ça va être juste dépendant de où est-ce que tu te situes dans ta réathlée. Voilà. Par contre, le gros avantage qu'a l'isométrie, c'est qu'une fois que tu t'y es habitué, et ça prend pas longtemps, ben, ça ne crée pas de courbature. Donc, tu peux te permettre de développer des niveaux de force dans des angulations spécifiques et quand même de pouvoir continuer à travailler le lendemain, de courir et compagnie. Alors, par contre, ça crée de la fatigue, ça dépend quel type d'isométrie du coup on va utiliser. Mais, mais tu as très peu de dommages musculaires, très peu ou quasiment pas. Donc, voilà. C'est pour ça que j'utilise beaucoup cet outil. Ouais.
Ok. Est-ce que tu vois des erreurs courantes qui sont faites en réathlé ou des idées reçues et qui sont pas forcément, comment dire, qui sont pas forcément préjudiciables, qui sont pas forcément cohérentes dans un processus de réathlé? Euh, les erreurs, elles peuvent venir de plein de choses différentes. La première étape de la blessure, la première chose qui va arriver après la blessure, c'est le diagnostic. Donc, si déjà ton diagnostic n'est pas bon, ben, tu es mal aiguillé et là, tu peux faire des erreurs. Donc, la chose la plus importante pour moi, c'est un diagnostic qui soit juste. Parce que là, je te mets ça dans un contexte club. Un diagnostic qui n'est pas juste, ce que ça va engendrer, c'est un délai. Déjà, j'aime pas du tout les délais. Parce qu'autant on peut aller plus vite, autant il faut aller beaucoup plus lentement. Ça dépend des joueurs et de leur historique, et de leur sensibilité, de tout ça. Donc, la première des choses, c'est le diagnostic qui va induire un délai qui est juste ou pas juste. Quand il n'est pas juste, le délai est communiqué au coach. Donc, les coachs attendent le joueur pour telle date. Et en fait, il n'y a rien qui avance pour que le joueur soit là à telle date. Donc, le diagnostic, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Après, la deuxième erreur. Quand la raclée se passe bien, c'est pas une erreur. Je dirais, j'aurais tendance à te dire la deuxième chose que j'aurais envie d'optimiser, c'est la première phase de la blessure. C'est la phase inflammatoire, la phase de rééducation. On a souvent tendance à laisser le joueur en mode de repos, on le laisse un peu tranquille, on ne le stimule pas beaucoup, faire attention avec la zone lésée, alors que par exemple, en utilisant l'isométrie, on sait qu'on peut stimuler la zone 2 à 3 fois dans la journée. Et qu'en faisant ça, tu récupères 25 à 33% du temps sur la fin de ta raclée. En fait, tu as un gain de temps qui est juste énorme. Donc, la durée de ta rééducation, de ta réathlétisation, est hyper dépendante de ton diagnostic et de ta première partie de prise en charge. Hyper dépendante de ça. Attention, je ne te parle pas d'opération où là, c'est le chir qui a demandé qu'on ne touche pas du tout à l'articulation, parce qu'après, il y a des notions de responsabilité qui sont engagées. Ça complique un peu les choses. Il y a une notion de hiérarchie dans le corps médical qui fait que quand lui a dit ça, en dessous, ils font, et puis voilà, ça va pas plus vite. Sur une blessure simple, c'est les principales erreurs qu'on pourrait commettre sur le début. Et après, au fur et à mesure de l'avancée de la rééducation, de la réathlétisation, les principales erreurs pour moi, c'est c'est de brûler les étapes. C'est de brûler les étapes. C'est-à-dire que, OK, le joueur se sent bien, j'en sais rien comment les gens fonctionnent, mais c'est des choses que j'ai déjà entendues sur des blessures complexes, donc j'ai trouvé ça un peu dangereux. On a fait une première séance de reprise de course. On a fait 20 minutes de footing sur un tendon d'Achille rompu. Déjà, je trouve ça dangereux. Ça n'est pas le travail qui a été fait avant, mais a priori, il n'y a pas grand-chose. Donc ça, déjà, c'est un risque. Derrière ça, OK, ça s'est bien passé. Du coup, j'ai commencé à fractionner. Quand tu fractionnes, tu sais que tu vas aller chercher un peu plus de vitesse. Tu ne l'as pas préparé à courir plus vite, mais tu vas lui demander de courir plus vite en créant de la fatigue. Donc, format 30-30, par exemple. Format 30-30, ça a bien été. Vas-y, format 15-15, la séance qui suit. Ça a bien été, nickel, tout va bien. Bon, ça siffle un peu, mais c'est OK. Et puis finalement, format 10-20. 10-20, il a atteint, j'en sais rien, il a atteint 75% de sa Vmax au bout de la 5e séance sur une blessure qui est complexe. Et derrière, parce que ça va bien, on va faire une séance de vitesse. Et puis parce que c'est OK, bon, on repart sur le terrain. En fait, tu n'as pas pris le temps de reconstruire la charge. Tu n'as pas pris le temps, tu n'as pas laissé le temps au tissu de se réadapter à une charge globale de semaine qui est, on va dire, qui est pas cohérente, mais qui est conséquente. Et parce que quand on parle de charge d'entraînement, et je te parle de ça dans le rugby, sur la locomotion, tu as la distance totale qui a été courue, mais tu as les distances à certains seuils de vitesse, tu as la distance de sprint, tu as le nombre d'accélérations, décélérations, changement de direction que tu fais sur un terrain. Globalement, il faut prendre le temps de travailler chacune de ces qualités-là et de s'assurer que, oui, le joueur, il est à mesure de faire tout ça. Donc, pour moi, c'est OK, il peut avancer. Donc, tu vois, j'aurais tendance à dire attention à ne pas vouloir aller trop vite sur la réathlée.
on peut aller vite sur la raclée si on est structuré. Si on n'est pas structuré, il vaut mieux perdre une petite semaine. Il vaut mieux perdre une petite semaine et s'assurer que le jour, il reste longtemps sur le terrain, que pas prendre le temps de valider les choses et se dire, OK, c'est bon, il est reparti. Finalement, 3 semaines après, il est de retour en raclée et puis voilà, ça n'a pas tenu, quoi. La notion de progressivité qui est fondamentale. Ouais, complètement. Complètement. Progressivité et spécificité. Complètement. Tu vois, un joueur de rugby, chez nous, nos joueurs de rugby, on va dire, si on part sur le triangle arrière, sans le match, avec le match, pardon, ils vont courir entre 9 et 11 km sur toute la semaine. Tu ne vas pas rééduquer un joueur de rugby comme tu vas rééduquer un joueur de foot qui fait ça sur un match uniquement. Tu vois. Donc, si sur tes séances de rééducation, tu proposes aux joueurs d'aller faire 1 heure de footing, alors ça, je dis pas, je crois pas qu'il y en ait beaucoup qui le fassent, à part ceux qui n'ont pas forcément trop d'expérience et qui savent pas trop par quoi commencer. Donc c'est bien de faire l'erreur, ça permet de pas la refaire. Mais tu vois, une lésion de mollet, partir sur 25 à 30 minutes de footing, c'est pas assez progressif. Voilà, c'est pas assez progressif. T'as l'habitude d'avoir quel type de blessure avec les rugbyman? Est-ce que c'est plus des... T'as parlé du LCA tout à l'heure, t'as parlé de l'épaule aussi, il me semble. Est-ce que c'est les mêmes blessures qui reviennent? Et si jamais t'as une blessure que t'as jamais vue, je sais pas, je pense que ça peut arriver. Comment toi tu t'adaptes vis-à-vis d'une blessure où t'as jamais fait une réathlée par-dessus? Est-ce que tu Alors, te formes par ailleurs, etc. par rapport aux blessures les plus récurrentes, et là, cette année, on est relativement épargné. Mais la blessure la plus récurrente dans le rugby, c'est la commotion maintenant. Ouais. La plus récurrente parce qu'elle est plus détectée. Alors qu'avant, le mec était à moitié assommé, mais il restait sur le terrain. Là, maintenant, ça a été plus protocolisé. Donc, la blessure la plus récurrente, c'est la commotion. Et après, on a, en termes de trauma articulaire, genoux, épaules, chevilles, c'est les articulations qui sont en général les plus touchées. Et après, il y a les lésions musculaires. Les lésions musculaires, on est plutôt sur ischio-mollet, sur la chaîne poste, ischio-mollet, de temps en temps adducteur. Globalement, ça, c'est les blessures qui reviennent régulièrement. Après, sur le genou, il y a différents types de blessures articulaires. Donc, il y a les blessures qui vont toucher le fameux ligament croisé antérieur. Il y a aussi le ligament croisé postérieur, qui n'est pas géré pareil. Il y a des blessures qui vont toucher les ligaments collatéraux médiaux, donc le LLI, latéral interne. Et il y a des choses moins cool. Non pas que les autres d'avant étaient plus cool, mais elles sont pas compliquées à gérer. Il y a les luxations de rotule. Et nous, cette année, c'est un peu c'est un peu le fléau de cette année, c'est la luxation de la rotule. Où là, c'est compliqué. La première opération, en règle générale, tu ne l'opères pas. Par contre, tu as tout un travail de cicatrisation et de stabilisation de la rotule qui doit intervenir avec des grosses douleurs. En général, tu as un AMI, une AMI, c'est arthrogenic muscle inhibition. C'est le fait d'avoir une perte de fonction neurale parce qu'il y a eu beaucoup de liquide dans une articulation, globalement. Donc, tu as quand même pas mal de choses à traiter qui sont un peu plus complexes. Et ici, on a une petite pubalgie cette année aussi qui nous embête. On est en train de s'en sortir, mais celle-là, elle aurait été bien chiante. Donc, en général, ça, c'est les blessures qu'on retrouve. Et après, quand je suis confronté à une nouvelle blessure, je fais les appels à des amis là-dedans. J'ai la chance d'avoir des amis très compétents dans le milieu. Donc, tu vois, j'appelle souvent un ami kiné qui est à Montpellier, à Maury-Langella, avec qui j'ai travaillé ici à Provence, qui est souvent source de très bons conseils. Un autre qui est à Bordeaux. Bon, voilà, globalement, j'appelle mes connaissances quand c'est une blessure à laquelle j'ai jamais été confronté. Et par contre, je passe énormément de temps sur la recherche de littérature pour mieux comprendre ce qui se passe et pour adapter ma prise en charge parce qu'il y a des articulations que tu ne peux pas remettre en charge en fonction de certaines blessures. Tu ne peux pas les remettre en charge comme si ça avait été une autre blessure, quoi. Voilà. Donc, mon entourage et
et PubMed, globalement. PubMed, Google Scholar, c'est plutôt mes potes là-dessus. On passe pas mal de temps ensemble, eux et moi. Et puis après, c'est certaines chaînes YouTube que je regarde, que je suis, qui parlent pas mal de tout plein de blessures, quoi. Voilà. Quel contenu tu pourrais recommander pour ceux qui s'intéressent aussi à la réathlée, pardon, et qui veulent en savoir plus? Tu parlais de contenu YouTube, lesquels tu pourrais conseiller? Ouais, je passe beaucoup de temps sur Aspetar, moi. Aspetar, c'est une clinique c'est dans les Émirats Arabes Unis, je crois, qui développe énormément. En fait, c'est un gros centre médical où il y a énormément de recherche, il y a énormément de moyens. Quand il y a de l'oseille, c'est plus simple pour faire de la recherche. Et il y a énormément de moyens qui sont développés. Et derrière, ils ont toute une chaîne avec beaucoup de vidéos éducatives sur différents types de blessures, sur ce qui se passe, voilà, sur tout ça. Donc, ouais, j'en conseillerais globalement une qui est particulièrement riche, ça serait celle-là, Aspetar. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des formations que tu trouves pertinentes sur la réathlée? Je sais qu'on en entend, moi perso, j'en entends plus sur la prépa physique, sur la réathlée un peu moins. J'ai entendu une qui se fait à l'INSEP ou que Olivier Morelli nous a parlé à l'université. Est-ce que tu as d'autres formations que tu trouves intéressantes? Alors, sur la ratelée, je t'avoue que je n'en ai pas fait. De spécifique. Ah, si, pardon, je te dis une bêtise. Si, j'ai fait Rehab U, les Québécois, Canadiens québécois qui sont venus en France pour exposer leurs différents niveaux de certification. Euh, donc, j'ai fait celle-ci, qui honnêtement, quand on n'a pas de bille dans la ratelée, ou peu, elle est chouette. Elle est chouette à faire. Elle permet d'avoir une approche qui est plutôt douce, qui est plutôt globale. Donc, c'est une formation dans laquelle je me suis plutôt retrouvé, qui est bien structurée, un peu à l'anglo-saxonne. Ça fait du bien pour organiser les idées parce que c'est pas simple au début, la ratelée. On a vite fait de se perdre dans tout ce qu'on peut voir dans les vidéos, des vidéos qui se contredisent, qui se disent un peu tout et leur contraire. Bon. Donc, Rehab You, je la trouve bien. Et après, moi, je suis parti, enfin, je suis pas parti du tout parce qu'on était en plein confinement, donc je suis resté derrière mon ordi, mais je me suis lancé sur le FRC Hmm. d'André Ospina, et là, pour le coup, cette formation, en parlant de travail, de mobilité et tout ça, la philosophie d'André Ospina a impacté ma vision du travail sur la réathlée. Donc, avec les principes de spécificité, de progressivité dont on parlait juste avant. Voilà, globalement, je ne vous conseillerais pas forcément 1000 études. Je pense qu'il vaut mieux passer du temps à lire, à regarder ce qui se fait, regarder ce qui se fait en termes de réathlé. Les formations, moi, je n'en ai pas forcément trouvé tu vois, sur la réathlétisation qui me bottait, quoi. Voilà. Ok. Dernière question sur la réathlée en général. On a parlé du coup du début, de comment tu t'y prenais jusqu'au retour terrain. Est-ce que une fois que le joueur retourne en compétition, est-ce que tu continues à travailler avec lui? Est-ce qu'il a des routines à faire par rapport à sa blessure pour éviter une rechute? Comment ça se passe une fois qu'il est retourné au terrain? Ben ça, si on reprend notre tableau de critères RTP, c'est ce qu'on appelle, nous, la phase de maintien. Donc, quand le mec est reparti sur le terrain, s'il a validé tous les critères pendant un laps de temps de 2 à 3 mois, on continue à le complémenter sur de l'ultra spécifique, par exemple de l'isocinétique, où on continue à aller chercher des niveaux de force, ou en salle de musculation, où on va voir des exercices qui vont être adaptés dans son plan de développement. Là, c'est une collaboration conjointement avec mon collègue Jono, qui, quand on a des lésions ischio, pour faire les choses très simples, une lésion ischio, il va avoir son plan de développement. Et sur ces exercices accessoires, il va avoir du travail plus spécifique à faire sur la zone qui a été blessée il y a quelques temps avant. Voilà. Nous, quand on lance nos journées, on a un process où on a 30 minutes pour tous les joueurs, 30 minutes d'automassage, travail d'étirement, mobilité, et après, de 15 minutes, pardon. Sur les 30, on en a 15 automassage, étirement, mobilité, on en a 15 qui sont dites de préhab individuel. Et sur ces 15 minutes-là, tous ceux qui sont blessés, ils ont un travail à poursuivre
pour se préparer à aller sur le terrain. Donc, on fait en sorte de bien échauffer la zone, de continuer à travailler sous différents régimes de contraction, s'assurer que tout soit bien chaud pour passer sur le terrain. Ils font ce qu'ils ont à faire sur le terrain. On a des cibles physiques à réaliser. Donc, si on reprend un ischio, on sait que pour nous, ça va être important de maintenir une charge chronique de distance de sprint qui soit constante. Si on a une chute dans la charge chronique, on essaie de la compenser. Et si on a une chute sur plusieurs semaines, 1 à 2 semaines ou 3, là, on commence à se poser des questions, à se dire, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que s'il ne retourne pas sur ses niveaux de vélocité, c'est qu'il y a quelque chose qui le contraint. Du coup, on continue à regarder ce qu'il fournit sur le terrain. Et de temps en temps, pour ceux qui, tu vois, si je te prends l'exemple d'une journée où on fait, le matin, on fait une double journée, on fait séparer musculation séparée, avec nos 2 groupes avant et 3/4, et l'après-midi, on a entraînement collectif. Si on sait que l'après-midi, ça va être un exercice avec pas mal de chasse, donc pas mal de haute vitesse à atteindre, je ne vais pas lui proposer un travail de renforcement isolé sur l'ischio-jambier le matin, je vais plutôt le faire revenir après l'entraînement pour lui proposer un travail complémentaire. Voilà, c'est comme ça qu'on continue, qu'on poursuit le travail, quoi. Ok, c'est intéressant. Est-ce que vous arrivez à chaque fois à trouver, alors quand ça s'y prête, mais trouver l'origine de la blessure? Parce que c'est vrai que tu l'évoquais tout à l'heure, il me semble, si je suis blessé à la cheville, c'est pas forcément la cheville peut-être enfin la source de la blessure, c'était peut-être pas la cheville, mais c'était peut-être plus haut, le genou, la hanche. Est-ce que vous arrivez systématiquement à trouver l'origine de la blessure et du coup non, à trouver la Non, source du problème? non. On différencie 2 types de blessures. On différencie les blessures à mécanisme intrinsèque et extrinsèque. Tout ce qui est mécanisme extrinsèque, qui est lié directement à un contact, on va aller chercher des raisons techniques. Alors, si je te prends une commotion, par exemple, la commotion, bien souvent, il peut y avoir un impact sur le buste qui fait partir la tête, qui va créer une commotion, mais bien souvent, c'est un impact, c'est une force rotatoire sur la tête, ou on vient prendre l'impact sur la tempe, sur la mâchoire, et qui va éteindre le joueur. Là, on va regarder techniquement ce qui s'est passé. Est-ce que le joueur était bien positionné pour aller plaquer? Est-ce que le joueur était bien positionné? Est-ce que la tête était positionnée du bon côté? Ou est-ce que le joueur a juste eu pas de chance? Parce qu'au moment où il est venu pour plaquer, on a fait un crochet et il a balancé le coude dans la tempe, ça peut arriver de prendre un coup et puis finalement c'est comme ça. Bon. Des fois, ça je te prends le cas d'un gars qu'on a eu, toutes ces commotions, c'était de l'ordre technique. Il sait que physiquement, il n'était pas forcément dominant dans sa collision. Par contre, il refuse de reculer. Donc, en fait, à chaque fois, c'était un peu harakiri. C'était je mets mon corps en opposition et puis adviendra que pourra. Bon, à part que quand tu fais 3 commotions, tu as arrêté 3 mois. Et puis, voilà. Donc, tu sais que tu as un travail technique à faire sur les mécanismes extrinsèques. Sur les mécanismes intrinsèques, ça, c'est un peu plus compliqué. Mécanisme intrinsèque parce que toutes les lésions sont un petit peu différentes. Que tous les athlètes ont des particularités physiques qui sont liées à leur poste, qui sont liées à leur croissance, qui sont liées à leur état d'usure, qui fait que cette articulation étant usée bouge moins bien, on met de l'attention sur un autre tissu. Ok, on le sait, c'est cool, mais cette articulation-là, c'est pas forcément facile d'y travailler dessus. Bon, c'est bien de le savoir, hein. Ça permet de comprendre. Mais tu sais que ton impact, il va être globalement assez limité sur les tâches qui déconnent, qui fait qu'en dessous ou au-dessus, il y a une apparition d'une blessure, quoi. On arrive à émettre des hypothèses. On n'est jamais sûr à 100% que ce soit lié à ce facteur-là. Pourtant, il y aurait des solutions de facilité. Tu passes les mecs sur l'isocinétisme, par exemple, quand tu as une vision qui n'est pas globale, tu passes les gars sur l'ISO. Une fois que tu pètes l'ischio, tu prends ces résultats, tu te dis, ben ouais, mais en même temps, par rapport à son poids de corps, tu as vu ce qu'il développe? Oui. Oui, mais enfin, il a joué pendant 2 ans avec ce niveau de force, il ne s'était jamais pété. Donc, voilà. C'est jamais très simple. Ça. Ouais, c'est très complexe. Et même si on va encore dans les détails, il y a l'aspect psychologique aussi.
qui peut rentrer dans les blessures. Donc c'est vraiment un truc hyper complexe. Et comme tu l'as dit, c'est difficile de trouver vraiment la raison. En général, c'est souvent des hypothèses et compliqué d'aller trouver la vérité. Est-ce qu'il y aurait d'autres aspects ou d'autres conseils que tu aimerais mettre en avant dans, dans le processus de réathlétisation? Quelque chose qu'on n'aurait pas encore évoqué. Ouais, pour moi, l'hygiène de vie, elle est centrale en fait là-dedans. Euh, on a malheureusement des joueurs qui pensent que parce que le médecin a annoncé 6 semaines, peu importe ce que je mets en place dans 6 semaines, je serai là. C'est pas vraiment ce qui se passe. En fait, si pendant 6 semaines, tu n'as pas fait attention à ce que tu manges, à ce que tu bois, donc je ne parle même pas d'alcool. Tu vois, est-ce que ton état d'hydratation est suffisant ou pas? Est-ce que tu dors assez ou pas? Est-ce que tu t'accordes des moments pour décompresser ou pas? Est-ce que tu es accro aux jeux vidéo ou pas? Ça, c'est plutôt nouvelle génération. Voilà, est-ce que tu apprends le soleil? Enfin, tout plein de trucs. Euh, Est-ce que tu te complémentes ou pas? Parce qu'aujourd'hui, on sait que pour avoir tous les apports qu'il te faudrait dans une phase de blessure, ouais, ça te coûterait une blende. Tes caddies te coûteraient beaucoup trop cher, quoi. Et tu passerais ta vie à manger. Donc, globalement, tu as quand même de la complémentation à apporter, ne serait-ce que pour gérer ton état d'inflammation et pour favoriser les processus de cicatrisation. Moi, c'est plutôt des choses qui ça me botte, où je me dis que si ça, c'est pas maîtrisé, ben, en fait, tous les petits exercices qu'on va se casser un peu la tête à sélectionner, à paramétrer, en fait, c'est un grain de sable dans le sablier. Je veux dire, ton sablier de 6 semaines, tu as posé un petit grain de sable dedans. En fait, tout ce qui s'écoule, c'est que de la merde. Donc, ça, c'est trop important de le maîtriser, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai, élément très important. Et surtout, je pense, comme tu l'as dit, chez les jeunes, bah, toi, t'as un public senior, mais chez les plus jeunes, des fois, ils n'ont pas conscience de tout ça. Je pense, du coup, c'est notre rôle aussi à nous, en tant qu'entraîneur, préparateur physique, alors, tu parlais tout à l'heure d'éduquer, d'accompagner. Je sais pas trop quel terme utiliser, mais voilà, d'essayer de leur faire prendre conscience, de les éduquer pour finalement leur santé aussi maximiser leur performance. Ouais, c'est pour ça que nos centres de formation ont un rôle aussi important aujourd'hui. C'est que euh, sans emprisonner les joueurs, parce que c'est compliqué aussi, on leur demande énormément de rigueur sur tout plein de choses, et on fait partie des seuls métiers qui demandent autant de rigueur on va dire à nos employés, parce que finalement aujourd'hui on est employé d'une structure qui nous fait travailler pour performer, mais globalement voilà. On fait partie des rares boulots où il faut faire attention à beaucoup de choses de ce que tu fais. Dans un métier qui est excessif, parce que le rugby c'est excessif, le monde de la performance il est excessif. On demande des choses au corps humain qui est pas normal. Nos corps sont pas faits pour faire ce genre de choses. Nos corps sont pas faits pour faire des mêlées à 900 kg contre 900 kg en espérant que la colonne se porte bien à la fin de 15 années de mêlée. Enfin, bon, voilà, globalement, on pousse la machine, on a des attentes qui sont excessives et on enferme un peu les joueurs. Donc, c'est une position à trouver qui est pas évidente, je trouve, honnêtement. Mais par contre, nos centres de formation, ils ont un rôle qui est trop important aujourd'hui sur la formation et l'éducation des joueurs. Quand on est jeune, on éduque. Quand on est plus grand, j'aime dire qu'on accompagne. Aujourd'hui, tu vois, je ne travaille pas qu'avec des joueurs seniors. À 18 ans, 20 ans, j'estime que tu n'es pas senior encore. 18 ans, 20 ans, tu as un fort potentiel, tu joues avec les pros, mais tu es un petit senior ou tu es un vieil ado, peu importe comment tu vois ça, tu vois. Mais ton process, globalement, il n'est pas terminé. Et tu te rends compte que les joueurs, ils prennent conscience de pas mal de choses quand il y a des pépins qui arrivent. Et c'est pour ça que j'aime ma position. C'est que dans ma position, je suis aussi à mesure de discuter avec eux et de dire, bah, tu sais, peut-être qu'il faudrait faire attention à ça. Peut-être que ça n'arrive pas pour rien. Tu te souviens quand je te disais que là, il faut aller faire un petit peu attention? Eh bien, je ne sais rien si c'est dû à ça. Mais par contre, il n'y a rien qui me dit que quand je t'ai dit ça, c'est pas ça qui a négativement impacté. Tu vois? Donc, Mm. l'éducation de nos jeunes, elle est juste trop importante sur tous ces process-là. Et c'est pas simple, hein, parce que l'éducation de nos jeunes, c'est au moment où tu as l'âge con.
c'est au moment où tes potes de classe, tes potes du lycée, ou tes potes d'enfance, peu importe qui c'est que tu côtoies encore à ce moment-là, c'est au moment où il y a les premières nanas ou les premiers copains. Tu as les jeux vidéo, puis tu as le téléphone. Tu es accro à ton téléphone, tu te couches à pas d'heure parce que tu es accro, parce que tu étais boosté à la dopamine de ton écran. Ouais, c'est compliqué, hein. Franchement, c'est compliqué. Mais Ouais. bon, on y arrive petit à petit. Mais en général, quand ils sortent du centre de formation, du moins, on n'a pas encore trouvé forcément la bonne formule pour les accompagner et les éduquer de la meilleure des façons possibles. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un club qui arrive à le faire. Je ne suis pas sûr. Mhm. Je ne suis pas sûr, Non, je suis pas honnêtement. sûr. Ouais. Moi aussi, je côtoie pas mal de jeunes, un jeune public. J'essaye quand je les vois un peu trop sur leur téléphone, c'est des trucs tout cons, je leur dis de faire attention. Quand je les vois qui sont au collège et qui sont sur TikTok, voilà, il fait beau, ils Ouais. attendent, ils sont sur TikTok, je leur dis, faites attention, tu vois, je sais pas si ça va changer grand-chose. Je pense pas. Je pense pas que ma parole, elle vale grand-chose à ce moment-là, mais c'est compliqué. Et moi, je serais curieux de savoir s'il y a des gens qui arrivent à mettre en place des stratagèmes pour leur faire prendre conscience potentiels des effets négatifs que ça peut avoir, quoi. Ben, on a des. Enfin, on a. Pas nous ici à Provence, hein, mais je pense un des principaux leviers que tu peux avoir, c'est la discussion sur la carrière. Tu vois, c'est arriver à expliquer qu'une carrière, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Si tu vois ta carrière comme étant un sprint, eh ben, elle sera courte. C'est comme ça. Si tu veux jouer au rugby longtemps, il faut apprendre à prendre soin de son corps. Parce que sans ton corps, tu ne pourras pas continuer à performer. Et c'est quoi prendre soin de son corps? Ben, c'est ça, ça et ça. Et quand tu fais ça, eh bien ça vient impacter ce paramètre-là. Donc, tu vois, c'est arrivé en faisant, tu sais, un peu en déroulant la pelote, tu vois, la pelote de la carrière, en déroulant au fur et à mesure, dire, mais tu vois, ça va venir impacter ça. Donc, c'est un échange qui est constant, c'est un process qui est long. Mais l'éducation, c'est long. L'éducation, c'est long. C'est comme ça. On ne sait rien faire, et quand tu arrives à 30 ans, tu apprends encore des choses. À 40 ans, tu en apprends encore. Enfin, l'éducation, c'est juste un process qui est long. Donc, il faut arriver à être patient. C'est pas simple, hein. Là, je parle avec de la patience, dire ça, mais des fois, j'en manque. Bien souvent, j'en manque un peu trop. Mais, euh, mais je pense qu'il y a un vrai levier de communication derrière ta carrière, qu'est-ce qu'elle peut être et qu'est-ce qu'elle pourrait ne pas être à cause de quelques petits trucs. Et puis après, en vrai, on n'est pas tous faits dans les centres de formation, il n'y en a pas beaucoup qui percent. On n'est pas tous faits pour faire ce métier non plus. Ouais, tout à fait. Ouais. Euh, deux petites dernières questions. Selon toi, qu'est-ce qu'un bon réathlétiseur? J'ai pas vu venir celle-là. Hmm. Euh, j'ai envie de te dire quelqu'un de passionné, quelqu'un de vraiment passionné par son travail, parce que c'est un travail qui peut être casse-tête, qui est passionnant parce que tu as plein de choses à lire, tu as plein de points d'entrée sur différentes problématiques. Donc, euh, donc quelqu'un de passionné, parce que si tu l'es pas, tu vas pas forcément aller chercher tous ces points d'entrée pour pouvoir arriver à manœuvrer la blessure, à manœuvrer le caractère, l'individu, tout ça. Donc ouais, passionné, déterminé. Mais ça, comme dans tous les métiers, j'ai envie de te dire, donc c'était un peu bateau. Euh, et empathique. Ouais. Curieux, curieux, mais surtout empathique. Compliqué d'être proche des joueurs si on n'est pas trop empathique. Alors, il faut arriver à utiliser l'empathie, à gérer sa propre empathie, mais il faut pas tomber dans le copain-copain avec le joueur, qui fait qu'à un moment donné, ben, le joueur, tu peux pas lui faire ce qu'il a besoin de faire, quitte à ce que ce soit difficile, à ce que il en arrive à te détester, parce que là, franchement, la séance a été mortifère. Euh, mais par contre, il faut quand même être très très proche et très à l'écoute de nos athlètes, quoi. Voilà. C'est les principales qualités que je trouverais un bon réathlétisateur. Ok. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, un dernier, un ou plusieurs derniers conseils à partager? Ouais, si ce n'est franchement, restez curieux, restez à l'écoute de ce qui se fait, expérimenter des choses, parce que c'est en expérimentant et sans se plantant qu'on modifie
nos prises en charge. Pas se mettre trop de pression non plus si on commence. J'ai envie de te dire, mais ça c'est un peu comme dans tous les métiers. Si tu n'as pas la place à l'échec, c'est peut-être que ta structure elle n'est pas prête elle n'était pas faite pour toi. Donc c'est avoir froid dans l'apprentissage, c'est être à mesure de se remettre en question. Rester curieux, puis rester passionné. Globalement, ça serait les qualités qu'il faut et ce sur quoi j'aimerais terminer. Et puis te remercier pour me donner l'opportunité de pouvoir échanger un petit peu là-dessus, de pouvoir parler de mon travail. C'est cool. Ça n'arrive pas souvent, mais franchement, c'est cool. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation d'un premier temps et d'être intervenu, d'avoir partagé ton expérience et ce dans quoi tu travailles. Je n'avais pas encore fait vraiment d'épisode axé sur la réathlétisation, donc j'espère que ça va intéresser, que ça va apporter des choses aux éditeurs. Donc voilà, je te remercie encore une fois et Avec merci. plaisir. Merci à toi, Yoann. Si jamais les personnes veulent te retrouver ou éventuellement te contacter, où est-ce qu'on peut faire ça? Sur ma page Instagram. Cahuzac Henry. Dessus, il n'y a pas que de la réathlée, c'est mon compte perso aussi, mais globalement, je tiens pas à me lancer trop sur les réseaux. Par contre, c'est avec grand plaisir que je réponds aux questions. Ouais. Ok, Sur ma page Insta, c'est bien. super. Donc ouvert aux échanges, très bien. Exactement. Et merci encore une fois et au revoir tout le monde et à la prochaine. Ciao. Merci. Ciao, ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.